Nathalie et Sarah. Bonjour Pablo. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Sarah et Nathalie, vous êtes toutes les deux engagées contre la destruction d'une tour. Cette tour, c'est la tour qui abritait l'INSEE à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Donc, c'est un tripode d'une cinquantaine de mètres de haut, de 13 étages, qui a été construit dans les années 70 par deux architectes, Serge Lana et Denis Honegger. Alors, je vais d'abord commencer par te présenter toi, Nathalie. Nathalie, tu es la fille d'un des architectes, donc de Serge Lana. Tu es toi-même architecte urbanisme et tu es membre du bureau d'une association qui s'appelle INSEE Malakoff, justement organisée contre la destruction de cette tour. Et toi, Sarah, tu es ingénieure bas carbone et tu es la vice-présidente de cette association. Ma première question, elle est assez simple, c'est pourquoi est-ce que vous vous opposez à la destruction de cette tour INSEE? Et la deuxième question, en gros, sous-jacente, en gros, c'est pourquoi est-ce que l'État, puisque c'est une propriété de l'État, veut détruire cette tour? Alors, pourquoi on s'y oppose? Parce que c'est un bâtiment qui déjà a une position depuis sa construction. Il a une position, à mon sens, dans l'espace urbain, dans l'Île-de-France, qui est assez emblématique, assez unique et qui justement joue complètement son rôle d'articulation entre la ville de Paris, la ville de Malakoff. Il s'inscrit dans une réflexion qui a été menée par les architectes en chef de la rénovation de Malakoff Nord dans les années 60 et il répond complètement déjà à cette fonction urbaine en soi. Et d'ailleurs, tout le monde connaît ce bâtiment. Il marque vraiment l'apport de Malakoff. Donc, à ce Oui, titre-là, juste pour bien que les gens comprennent, voilà. cette tour, elle donne Oui. sur le boulevard périphérique. Elle Donc, donne sur le boulevard périphérique, effectivement, c'est important de le signaler. Elle donne sur le boulevard périphérique et elle s'inscrit sur un foncier particulier, hein. Bon, voilà, on va revenir et complètement ici expliquer en fait la façon dont s'est fait le projet, mais je pense que c'est important. Mais en attendant, la résultante, c'est que déjà, et pour moi qui suis urbaniste, ça me paraît essentiel, d'un point de vue urbain, elle joue un rôle qui pour moi qui est fondamentale, qui marche très, très, très bien et elle répond complètement à ses fonctions, aux fonctions d'origine et aux fonctions qui sont prévues en plus dans le projet qui va être mis en place. alors pourquoi est-ce que Donc à ce titre, pourquoi l'État veut donc le détruire? pourquoi l'État veut le détruire? Alors c'est une question que, qui m'interroge, qui m'a effectivement beaucoup interrogée. Hem, je pense qu'effectivement l'État n'a jamais eu, déjà, effectivement, le ministère de façon générale n'a jamais eu, je dirais, de considération pour ce bâtiment qui n'a pas été entretenu pendant 20 ans, qui n'ont absolument pas su, justement, en valoriser l'usage, en valoriser, les fonctions. Donc ça dénote pour moi en plus, vraiment, d'une absence totale, en plus, de culture, aussi architecturale de ce point de vue-là et qu'il y a une autre chose qui est très importante aussi dans l'état aujourd'hui actuel pour moi, c'est que c'est, un bâtiment, qui s'inscrit au milieu en fait, finalement quand on voit le foncier, qui n'occupe pas, aujourd'hui enfin il occupe pas, il se met pas en limite de rue. Donc il est vraiment c'est vraiment une autre façon de voir, justement, l'urbanisme, comme tel que ça a été pensé dans les années 70 et depuis des dizaines d'années, on revient, à mon sens, complètement en arrière avec un urbanisme beaucoup plus, en se remettant, en limite de voie, en occupant le foncier au maximum et l'État pense les choses de cette façon-là. Donc en pensant que, un foncier où on laisse de l'espace, possible, voilà, des espaces, extérieurs, et qui pour moi fait respirer la ville, bah, pour l'État, c'est malheureusement, je constate, pas seulement pour l'État, c'est du foncier perdu. Et comme ils sont dans une idéologie de absolument rentabiliser le foncier, pour eux, il faut rentabiliser. Donc simplement, ce bâtiment, il ne rentabilise pas assez le foncier pour eux. Donc voilà, donc ça suffit pour qu'ils reconsidèrent qu'il faut retravailler ça. Et donc, ce bâtiment ne répondant pas à ça, il faut le détruire. L'autre chose, c'est que, et ça aussi c'est l'autre chose, c'est que le bâtiment, bien qu'extrêmement comment dirais-je?
fonctionnel, pratique, même agréable à vivre, hein, voilà. Après, il y a des questions thermiques, mais ça, Sarah va en parler. Ça ne correspond plus non plus à la façon dont aujourd'hui, y compris, enfin cet état-là, comment dirais-je? Envisage, l'organisation du travail et les conditions de travail des salariés. Donc aujourd'hui, ce type de plateau, comme ça, avec où les gens peuvent avoir des bureaux individuels et tout, ça ne leur va pas du tout. Donc en plus, ça leur correspond pas. Et puis au final, je pense que, ils sont très contents, de pouvoir ils sont toujours, très contents de pouvoir, aussi, offrir, des marchés, heu, aux gens du BTP. Enfin, je pense qu'il y a aussi des questions complètement économiques derrière, enfin voilà, faut dire les choses là-dessus, quoi. Heu, Sarah, donc, comme je le disais, vous vous êtes, constituée en collectif, puis en association, enfin, ça s'est transformé en association, heu, avec donc des habitants et des habitantes, j'imagine qui habitent, autour de cette, tour et puis aussi, des experts dont vous faites partie, enfin des parties prenantes. Qu'est-ce que tu as à ajouter à ce que vient de dire, Nathalie? Peut-être, de ton point de vue, d'ingénieur aussi? Alors, effectivement, au départ, c'est né d'un collectif, hein, qui travaille, sur le dossier depuis plusieurs mois. Ça se compte même maintenant en années. Donc, le collectif s'appelait «Il ne s'est pas fini», pour des questions de légitimité, je pense surtout. On a créé du coup l'association INSEE Malakoff parce qu'on espérait aussi, avec la création de cette association, être peut-être un peu plus écoutés. Déjà, une des premières, réponses que je peux t'apporter, sur pourquoi, l'État veut démolir cette tour, au fond, officiellement, on n'a aucune réponse puisque l'État, ne nous répond jamais. On a des tas de questions, nos questions, on les a même fait, passer, via nos députés, via nos élus divers et variés et en fait, l'État ne nous répond jamais. Il organise même des vagues consultations avec des groupes de riverains dans lesquels on a eu l'interdiction d'aller, et en fait, on n'est jamais reçu. Donc, pourquoi cette tour est démolie? Aujourd'hui, l'État n'a jamais communiqué officiellement sur les raisons et ne nous l'a jamais dit non plus lors d'une réunion. Donc, les raisons, du coup, on peut que essayer de les imaginer et plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est très certainement des mauvaises raisons. Parce que les études avancent, hein, sur ce dossier, et en fait, jamais il n'a été question d'un arrêté de péril sur cette tour. Elle est en très bonne santé structurelle, elle est en très bonne santé fonctionnelle. On a même appris depuis, quelques semaines qu'il y a finalement très peu d'amiante dedans. L'amiante, de toute manière, aurait pas été un problème, hein. Qu'on réhabilite ou qu'on démolisse, on désamiante exactement de la même manière. Mais au départ, on nous a dit: «Oh là là, c'est parce qu'il y a de l'amiante dans cette tour». Bon, déjà, nous, en tant que professionnels, on essayait de rassurer, les riverains et les élus sur le fait que ça ne changeait rien, qu'on pouvait réhabiliter de la même manière. Maintenant que le chantier, démarre, on apprend qu'en fait, il y a très peu d'amiante dans ce bâtiment. Et en fait, je sais pas, ils doivent la trouver moche, ils doivent la trouver, trop, à l'image, d'une époque. Ils ont peut-être tout simplement envie de raser la ville et de la reconstruire à leur image, je ne sais pas. Mais, la réalité, c'est que la démolition de cette tour, c'est juste une suite de mauvaises décisions et on est face à un rouleau compresseur aujourd'hui qui n'écoute rien et qui ne prend pas du tout en compte les différents paramètres qui rentrent dans ce projet. Alors, on avait déjà discuté, Sarah, et ce dont tu m'avais parlé, c'était aussi de tous les coûts, notamment écologiques, Ouais. qu'induirait, à la fois la destruction de la tour, mais, la reconstruction d'une nouvelle, d'un nouveau bâtiment. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire, quels sont, enfin, selon vous, selon votre collectif, le problème qui est lié à ces coûts? Alors oui, alors déjà peut-être il faut prendre un peu la mesure, du projet. Donc on a actuellement une tour qui fait 32 500 m². C'est une tour de bureau de 50 mètres de haut, 48. Derrière, on a un projet qui arrive de 50 mètres de haut, de bureau également, et qui souhaite un programme de 36 000 m². Mmh. Donc on nous dit: «La tour est trop petite». Alors déjà, on peut faire des surélévations, on peut faire des extensions et on a même un terrain qui est en pente comme ça, avec une tour qui en fait est nivelée sur le point haut. Le bas de la tour est là et là, le terrain est comme ça. Si demain on escave un petit peu, on va révéler en fait le premier sous-sol
qui de fait deviendrait un rez-de-jardin et donc une surface utilisable. Et cette surface du premier sous-sol, elle est aujourd'hui excédentaire par rapport au petit delta qui nous manque. Donc si on fait ça, déjà, on a plus de surface que le programme. Et en plus, c'est des sous-sols qui sont utilisés aujourd'hui pour des archives, pour du stationnement, etc. L'État nous dit le projet futur sera très vertueux. Qui dit très vertueux dit, j'imagine, très peu de voitures, donc pas autant de besoin de stationnement. L'État nous dit bien, il y a la 13 juste à côté, passons sur le fait qu'elle est complètement surchargée et que c'est 1800 collaborateurs qui sont attendus sur ces plateaux. S'ils viennent tous en métro, bah, très bien, on n'a pas besoin d'autant de stationnement, donc autant valoriser cet espace en sous-sol qui ne servira pas pour le rendre utilisable pour la vie courante et l'éclairer naturellement. Donc on détruit un bâtiment qui a la bonne surface, qui a la bonne fonction, qui a la bonne hauteur, pour reconstruire un bâtiment de la même surface, de la même fonction et de la même hauteur. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études énormes pour se rendre compte qu'en fait, on détruit un ouvrage qui a tout un potentiel pour reconstruire exactement la même chose. C'est comme si vous vous dites, oh, j'ai envie d'avoir des pommes, j'en ai chez moi, elles ne me plaisent pas, je vais jeter les pommes et puis je vais en acheter d'autres. Alors que pourtant, les pommes, hein, elles étaient encore en très bonne santé, on pouvait les manger, ils n'avaient aucun souci. Ce bâtiment n'a aucun problème. Le problème qu'il a peut-être, c'est d'être plus fonctionnel que ce qu'on va proposer plus tard. Parce que le projet futur, on va avoir des espaces de ce qu'on appelle du second jour. C'est-à-dire qu'on est dans une pièce qui n'a pas de fenêtre, mais qui a une cloison vitrée qui elle-même donne sur une pièce avec une fenêtre. Alors qu'actuellement, la tour INSEE, avec ses pattes comme ça qui s'étendent un petit peu, elle offre quasiment que des espaces de premier jour. Donc tous les bureaux ont des fenêtres. Nous, en tant que professionnels et même en tant que personne qui travaille dans l'environnement, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est un problème d'avoir une fenêtre à son bureau. Ça, ça m'échappe. Mais visiblement, c'est un problème. Donc le coût écologique, il est de multiples facettes. Déjà, on a une structure en béton qui va être complètement démolie pour reconstruire exactement la même chose. Sauf que vue du ciel, au lieu d'être en forme de Y, elle va être en forme de I. Bon, très bien. On a juste changé l'alphabet vue du ciel hein, pour les oiseaux. Les oiseaux, parlons-en, on a aujourd'hui des espèces protégées qui vivent sur cette tour, et en fait, on ne fait rien pour eux. On ne fait absolument rien. On va peut-être mettre un vague nichoir pour espérer qu'ils déménagent, mais enfin, encore faut-il qu'ils aient envie de déménager, ces petits oiseaux. Et là, c'est pareil, en fait. C'est Que des l'État, faucons. il est souverain, c'est des faucons qui sont là, hein, qui nichent ici depuis des années, qui se reproduisent. On a plein de vidéos de bébés faucons qui ont vécu sur cette tour et la prochaine période de nidification est pour bientôt. Et alors là, tout le monde s'en fout en fait des espèces protégées. Tout le monde s'en fout du confort visuel. Tout le monde s'en fout du carbone qui va être émis par le fait de démolir complètement une structure et de la reconstruire. Puis pensons aussi un peu aux riverains. En fait, démolir cette structure en béton armé, on parle de 45 000 tonnes de béton armé à minima, c'est plus de 9 000 camions qui vont devoir évacuer cette structure. Et autant de camions, évidemment, qui vont devoir ensuite rapporter du béton ou construire une centrale à béton sur site, peu importe. Mais l'idée, c'est de se dire, on a une structure qui est viable, on va complètement la grignoter, ça va faire du bruit, de la poussière, c'est du temps aussi. Et tous ces éléments, on va les mettre dans des camions qu'on va mettre sur le périph'. Pourtant, on nous dit, ah là là, il faut décarboner la ville, il faut arrêter les transports, il faut arrêter toute la pollution du périphérique. Mais l'État fait un projet où il met 20 km de camions sur le périphérique comme ça, d'un coup, juste pour évacuer une structure qui est encore viable. Et donc, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement la réhabilitation de cet ouvrage. On prend la structure, on la garde. S'il y a quelques défauts mineurs, eh ben, on les corrige. À cette occasion, on corrige aussi toutes les questions d'accès PMR, de sécurité incendie, parce que ça, c'est pas compliqué, on le fait tous les jours. Et en fait, on enlève les anciennes façades, qui, elles, sont pas suffisamment isolées, on le reconnaît très bien, et on met des nouvelles façades, très isolées, très peu déperditives, qui font qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de chauffage. C'est tout ce qu'on demande. Et en plus, l'État lui-même a fait une étude qui montre que cette solution-là de restructuration, elle est moins chère. Et il est là, en fait, le problème fondamental qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un scandale écologique, ce n'est pas un scandale patrimonial, c'est un scandale d'État, ce qui se passe. Ça fait 1 an qu'on réclame justement les raisons de pourquoi, en fait, ils ne font pas une restructuration. Ils nous envoyaient une étude multicritère. Donc, c'est un document qui a été fait par un bureau d'études payé par l'État. Cette étude montre 3 scénarios de réhabilitation. 3 avec, voilà, où ils ont atteint, en termes de fonctionnalité, ce qu'il faut, en termes d'urbanité aussi, d'insertion, etc. Ces 3 scénarios montrent que le projet est 25 millions moins cher,
donc qu'il vaut 150 millions au lieu de 175 millions, et qu'il est 30% moins carboné. Comment aujourd'hui l'État, dans la situation dans laquelle on est, avec des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, après avoir été condamné pour l'affaire du siècle, peut se dire, si je prenais la décision de raser un bâtiment et d'en reconstruire un autre, en sachant très bien que c'est 30% de carbone en plus et 25 millions plus cher, ça n'a aucun sens. Si le fait de Si je préserver le peux, carbone coûtait 100 millions de plus, on pourrait peut-être se poser la question. Mais là, la meilleure solution, elle est moins chère et c'est nos impôts en fait. Bon. Donc c'est un scandale d'État ce qui se passe ici. Nathalie, tu vas ajouter quelque chose? oui, pour en plus les arguments de l'impossibilité de réhabiliter cette tour, il faut savoir que il existe une autre tour tripode qui est même plus haute, qui est donc la tour Gallieni 2 à Porte de Bagnolet, qui elle a été rachetée bon, par un promoteur privé et qui est en cours de réhabilitation. Elle a été désamiantée, elle est en cours de réhabilitation. Bon. Techniquement, ça ne pose aucun problème. Et c'est un bâtiment qui se retrouve effectivement complètement adapté, y compris au mode de travail actuel. Et comme le dit Sarah, moi, c'est ce que je disais, je pense que c'est vraiment, je pense qu'il y a aussi, c'est aussi pensé pour être des bâtiments qui sont beaucoup plus agréables à vivre. Et je ne Bon. comprends pas non plus, enfin, on comprend cette obsession actuelle qu'il y a à vouloir absolument construire des bureaux, des conditions de travail qui sont finalement maltraitantes. Bon. Et effectivement, c'est très intéressant cette histoire de Bagnolet parce que c'est une tour qui est vraiment jumelle. Et en fait, vu que c'est un promoteur qui est sur le sujet, bah, le promoteur, lui, on lui reproche souvent sa première équation, c'est l'équation économique. Et là, il a très bien vu que c'était moins cher de restructurer plutôt que de démolir et de reconstruire. Donc, il a fait ce choix-là. Ça devrait être normal pour l'État de faire la solution la moins chère, surtout quand elle est moins carbonée et qu'elle offre des meilleures conditions de travail. Oui, mais juste, je ne sais plus si c'est toi, Sarah, ou toi, Nathalie, qui l'a dit, mais tu as dit peut-être que l'État, bah, en fait, il trouve ça moche. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est ça. mais c'est une vraie question, à mon avis, qui est centrale. Est-ce que, ben, en fait, cette collectivité très importante qu'est l'État décide de la détruire parce qu'elle trouve ça moche et aussi parce que, et il y en a une de vous deux aussi qui l'a mentionné tout à l'heure, c'est pour faire évoluer l'urbanisme. Parce qu'en fait, du coup, ma question, c'est est-ce que vous êtes partisane de ne rien détruire? C'est-à-dire que pour des raisons écologiques, et pour des raisons économiques, comme tu l'as rappelé très bien, Sarah, on ne pourrait plus toucher la façon dont sont constituées nos villes, les bâtiments. On aurait d'autres choix, encore une fois pour des raisons écologiques et économiques, et que je comprends tout à fait, que de juste réhabiliter. Plutôt que de dire, bah, on rase, tu as dit tout à l'heure, Sarah, oui, non, bah, ça se trouve, ils veulent raser toute la ville, je ne sais pas quoi. Mais à vrai dire, peut-être que nos usages, la façon dont nos usages de la ville, pardon, la façon dont on envisage le rapport entre Paris et les villes de proche banlieue, de la petite couronne, peut-être que ça aussi, ça doit évoluer et ça peut passer aussi par raser des bâtiments. J'aurais Si je aimé que peux, le problème, alors je ouais, réponds juste sur le fait d'être moche. oui. J'aurais aimé que le problème ce soit que la tour est moche, mais en fait, on a vu du coup les esquisses hein, du projet lauréat. Et donc, c'est la même chose. En fait, c'est une tour de verre façon la Défense, hein, avec des façades vitrées. Sauf que voilà, elle est pas positionnée pareil et elle est plus épaisse. Et On aurait très bien pu enlever les façades de l'INSEE qui sont un petit peu fumées pour remettre exactement les mêmes oui, façades et on aurait eu le même aspect, si ce n'est cette notion de profondeur qui invite à rentrer dans Malakoff en moins. Nathalie? moi, je Je pense pense que ça doit que regarder oui, ça. en fait, l'argument urbain, c'est un des arguments qui avait été avancé au départ, en disant, il y a eu, moi, je fais des études, effectivement, on disait, oui, mais en fait, cette tour, elle constitue, disons, comment dirais-je, un écran entre Paris et la banlieue. Ce qui est, enfin, et résultat pratique, qu'est-ce qu'il propose? Un bâtiment qui va faire un mur le long du périphérique. Enfin, Bon.
Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études, pour le coup, d'urbanisme ou d'architecture pour comprendre qu'entre un bâtiment, finalement, sur une forme de triangle, sur une base triangulaire, voilà, qui permet donc une articulation finalement. Et en plus, comme dit Sarah, c'est un bâtiment où on peut tourner autour, qui permet des vues diverses, qui prend toutes les orientations, etc. Et une barre, clairement, la solution qui est mise en place aujourd'hui, elle ne répond pas du tout, c'est même un contresens par rapport à cet objectif. Donc, moi, je réponds aussi à ta question. Effectivement, je pense que c'est un débat. De toute façon, on ne peut pas avoir de position dogmatique. Et l'urbanisme, l'architecture, la ville, ce n'est pas dogmatique. Effectivement, il doit y avoir, c'est aussi une approche qui doit être aussi pensée Certain. avec du débat, avec de la dialectique, voilà. Mais ce qui est intéressant, je pense, et c'est ce que je disais au début, c'est vraiment justement par rapport à cette, aussi à cette question de la ville, ce que je trouve particulièrement intéressant dans l'architecture et l'urbanisme des années 70 en particulier, les années 60-70, c'est que c'est un urbanisme qui a eu effectivement des effets ou parfois qui n'a pas été entretenu, ou surtout sur l'espace, le rapport à l'espace public, à l'espace libre, à l'espace vert, enfin bref, est mal. Euh, on considère que ça vieillit mal, ou on ne sait pas quoi faire de ces espaces, etc. Et tout. C'est une vraie, il y a un vrai débat, et aujourd'hui ce débat il est complètement occulté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'occuper de l'espace public, on veut absolument soit c'est des rues sur lesquelles on doit circuler, on ne doit pas passer, soit c'est privé, c'est voilà, donc c'est aussi une autre façon complète. Et je veux dire, il y a aussi une question profondément idéologique derrière ça. Donc, moi, je pense que, effectivement, si l'État, il trouve cette tour, entre guillemets, moche, c'était pas le discours. Moi, je les ai rencontrés, le ministère, hein. C'est pas jamais ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'elle n'était pas adaptée à leurs usages. Bah, voilà. Mais parce que, ils cherchent à regrouper, ils veulent que les gens, vont et viennent, qu'ils aient plus leur poste de travail. Enfin, voilà, c'est ça, c'est clairement pour ça, en fait. Mais sinon, et peut-être d'ailleurs, on ne sait pas trop, hein, peut-être, finalement, pouvoir vendre une partie des plateaux s'ils en ont trop. Ça, ils le disent pas, mais finalement, en plus, là, ils ont une tour qui peut au contraire qui répond complètement à leurs besoins. Euh, donc, et jamais ils nous ont dit qu'ils la trouvaient moche et qu'elle leur posait un problème de fond. Alors, peut-être qu'à la tête de l'État, on a quelqu'un l'exécutif qui nous a déjà montré à de nombreuses reprises qu'il n'a absolument aucune culture architecturale de toute façon, et que, outre que extrêmement réactionnaire au sens premier du terme, et qui ne comprend effectivement rien du tout à cette histoire-là. Mais elle n'est pas, cette architecture, elle n'est pas liée, enfin voilà, elle Moi, propose. j'ai l'impression quand même, Nathalie, pour aller dans ton Oui, sens, que aujourd'hui, il y a un problème effectivement, de culture architecturale et urbaine liée à tout le bâti d'après la oui, Seconde Guerre mondiale, et que globalement, ce serait un bâtiment dégueulasse du 18e, on c'est n'y le cas. toucherait pas. Et C'est très souvent le cas. C'est très souvent le exactement. cas. Moi, dans ma ville, je sais que, enfin, voilà, et pas que dans ma ville, dans toutes les villes, par exemple, aujourd'hui, les collectivités vont dans les plans locaux d'urbanisme vouloir absolument, enfin, et c'est normal d'ailleurs, repérer des bâtiments remarquables, hein, donc qui ne sont pas forcément classés, inscrits, etc., mais ils sont quand même repérés comme remarquables. Alors, évidemment, ils mettent des critères objectifs, mais parfois, la qualité architecturale, même, n'y est pas du tout. Mais enfin, voilà, enfin, Tout le c'est clairement, faubourien dégueulasse à Paris qui est sauvé, bon, bah, on est là. À part la date, je ne vois pas ce qui justifie de garder oui, autant de oui, faubouriens oui, qui sont des passoires mais c'est thermiques et où tout tout à fait. s'écroule. Enfin, Oui, non, mais tout à fait. Moi, à ce titre-là, enfin, pour aller sur cette question-là, effectivement, de la culture architecturale et urbaine, là-dessus, moi, j'ai eu plusieurs, dans les discussions. Nous, quand on a été quand même, en tant qu'enfant, évidemment, on a quand même été, comment dirais-je, interpellés par l'État, hein, qui recherchait les ayants droit. Enfin, bon, ils l'ont fait. Bon, heureusement que je suis dans le métier, parce que sinon je vois pas comment mes frères et sœurs auraient pu voir passer l'annonce qui a été publiée sur un site professionnel, mais bon.
Donc en tout cas, on s'est manifesté comme ayant droit et on est allé voir un avocat, spécialisé, sur les questions justement, de préservation des œuvres architecturales, pour les architectes eux-mêmes ou pour leurs ayants droit. Et ce que m'a dit, cet avocat, il m'a dit: «Écoutez, bon, en face de vous, vous avez l'État, donc ça va être le bâtiment est pas inscrit, pas classé et cetera, donc ça va être, vraiment, heu, très, très, vous aurez en face de vous des gens qui vont vous parler, voilà, de l'intérêt, supérieur et donc vous ne gagnerez pas». Et surtout, ce qu'il me disait, c'était assez intéressant, il me disait: «Mais en plus, vous allez perdre et vous allez, faire appel et à ce moment-là, vous retrouverez à la cour d'appel de Versailles où les juges, la cour d'appel de Versailles, tout ce qui a été construit après, après 1780, ça n'a aucune valeur, Mmh. aucune valeur. Donc voilà, c'est des gens enfin, c'est assez intéressant, hein, de voir aussi il y a quand même aussi, une posture qui idéologique, hein, qui est purement Mmh. idéologique et qui passe, à côté aussi, ouais, plein de Alors, choses. j'ai une dernière question, peut-être pour toi, Sarah. C'est quoi le calendrier là, devant, à la fois, par rapport à la potentielle destruction, de la tour et sa reconstruction, mais aussi aux mobilisations du collectif? Et est-ce que, parce que là, Nathalie, tu as l'air d'être un peu pessimiste quant à l'issue positive de votre lutte, mais je sais pas, comment vous envisagez la suite? Bon, juste si je peux compléter sur cette réponse, après je laisserai Sarah, pourquoi, je suis pessimiste. Moi, c'est ma première démarche. À l'époque, le collectif s'était pas constitué. J'avais commencé, je suis pas malakofiote, donc j'avais pas, forcément, les liens avec, bon, j'ai quand même quelques liens à Malakoff, voilà. Je connais quand même quelques gens, personnes, dont d'ailleurs, une des architectes qui a dessiné, l'INSEE. Elle m'a voilà. Qui travaillait, Dominique Cordès, qui travaillait pour l'ANA à l'époque et donc voilà, donc moi, c'est vrai qu'au départ, j'ai fait ma démarche, d'ayant droit et c'est vrai que de ce point de vue-là, on s'est un peu, heurté à un mur et ce qui par contre, m'a redonné, espoir, c'est de voir justement la mobilisation, de la profession d'une part et des habitants. Et ça et je trouve qu'en plus, c'est vraiment, pour, voir un petit peu, connaître un petit peu quand même ce que c'est que des mobilisations, sous forme d'associations ou voilà, ou pour des questions comme ça. Je trouve qu'ils sont, particulièrement, oui, qui sont particulièrement actifs et particulièrement efficaces dans leur façon de faire. Donc moi, ça me redonne quand même de l'espoir de ce point de vue-là. Sarah? Effectivement, peut-être pour illustrer quand même les propos de Nathalie, l'Ordre des architectes a pris position en notre faveur, hein, en dénonçant l'inutilité de ce projet et tous les problèmes que ça révèle. Et puis, quant à la mobilisation citoyenne, on parle aujourd'hui de plus de 18 000 signatures de notre pétition qui est sur change.org. Et en fait, c'est vrai que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à un tel retentissement. La reconnaissance du problème est bien là. La mairie de Malakoff dénonce aussi complètement aujourd'hui ce qui se passe et demande aussi à être reçue par l'État. Elle n'est toujours pas. Donc, il y a aujourd'hui une vraie reconnaissance du problème. Mmh. Le calendrier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la mobilisation dure depuis un moment. Il y a aujourd'hui un groupement lauréat sur ce dossier, qui est l'agence d'architecture Vivier avec l'entreprise Eiffage. Donc, ils ont été désignés à la fin de l'automne. La première chose qu'ils ont fait en moins d'une journée, c'était d'arracher tous les arbres du jardin de la tour INSEE. C'est assez édifiant. Il y a les images sur notre site internet, inseemalakoff.org. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Et puis là, maintenant, ils sont en train d'installer, on va dire, finir leur installation de chantier, mettre les premiers échafaudages pour commencer le désamiantage et la démolition de la tour. En parallèle de ça, quand même, il y a ces fameux faucons hein, qui vivent sur la tour. Il va falloir trouver des solutions pour les déménager. Donc, ils vont leur proposer des petites maisons de fortune. Nous, on organise un débat à Malakoff où tout le monde est le bienvenu en soirée le 16 mars. Ce sera à la salle Jean Jaurès en présence de la mairie et de plusieurs élus pour essayer de comprendre aussi et un peu plus longuement peut-être qu'ici échanger sur le sujet et aussi ce sera l'occasion pour ceux qui viendront de s'intégrer à la lutte.
Nous, de toute façon, on ne lâche rien. Il faut savoir que le projet lauréat ne répond pas au PLU. Donc, il faut modifier le PLU, hein, en plus d'être trop Le carboné. plan local d'urbanisme, juste pour les gens Voilà, qui c'est ne ça. comprennent pas, c'est Donc, le c'est plan qui organise les règles genre voilà, le d'urbanisme dans la règlement de ville. la ville. Donc, on a désigné lauréat un projet qui n'est pas conforme au règlement de la ville. C'est magnifique. Et donc, bien sûr, sur cette question du PLU, on ne va pas lâcher. On organisera aussi diverses manifestations. Et si les services de l'État nous entendent, eh bien, vous allez bientôt nous voir. Et voilà. Et en fait, moi, sur le devenir de cette tour, honnêtement, je ne sais pas. Il y a des jours où j'y crois, il y a des jours où j'y crois moins. J'aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui le préfet de 92 qui accorde ce permis de construire se permet de faire la semaine dernière un article dans Le Monde disant qu'il est nécessaire pour le carbone de rénover toutes les tours, à Ouais. l'image la préfecture du 92. J'aimerais comprendre aussi pourquoi la semaine prochaine, Jean-Paul Viguier, l'architecte, intervient comme spécialiste du domaine de la restructuration des tours dans une grande conférence de mémoire à la Défense. Voilà, D'accord. j'aimerais comprendre en fait l'hypocrisie de ce dossier. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est vraiment un scandale d'État parce que tout va dans le sens de la restructuration. L'État lui-même nous a fourni une étude multicritère avec 3 scénarios possibles de restructuration et il ne pioche pas parmi ça. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que l'architecte était trop rouge, trop communiste? Est-ce qu'il est marqueur d'une époque où on pensait un peu trop aux mondes sociaux? Est-ce que c'est parce qu'il est sur un territoire qui lui-même n'est pas du bord politique de l'État? Est-ce que l'État a besoin aujourd'hui de donner des marchés à des grandes entreprises qui de toute façon ne réinvestissent pas leurs capitaux ici? J'aimerais comprendre en fait pourquoi on a besoin de dépenser toujours plus d'argent, de ne toujours pas penser aux gens, de ne toujours pas penser à l'environnement. Comment nous, en tant que professionnels, on nous impose mais tout un tas de réglementations sur la sauvegarde du patrimoine, sur la sauvegarde de l'environnement, et que l'État lui-même souverain ne les applique jamais. C'est vraiment incroyable. Et donc, si cette tour ne doit pas être sauvée, j'espère au moins que ça ira vers la création d'une loi pour interdire les destructions inutiles. Tu me demandais tout à l'heure si j'étais anti-démolition. Je ne suis pas anti-démolition, mais je veux qu'on arrête vraiment les projets inutiles. Et il y a des démolitions qui sont nécessaires pour des questions de fonctionnalité, pour des questions de péril, tout simplement. Mais là, et parfois encore, je pense qu'il faut avant tout, s'il n'y a pas de péril, changer le programme et adapter en fait. Si fonctionnellement ce bâtiment n'est pas prêt à recevoir ce programme, faisons le programme ailleurs en fait. Il faut absolument aujourd'hui prendre en compte les enjeux dans le monde entier. Ça va mal, le climat. Ça y est, ça se détracte vraiment. Alors même si on a un président qui nous a dit cet été qui aurait pu prédire les enjeux climatiques, il n'est peut-être toujours pas au courant. Possiblement, on est là pour lui faire des formations, il n'y a pas de problème. Mais il est grand temps de réagir en fait. Et donc oui, de temps en temps, il faut démolir des bâtiments. Mais quand ils ont la bonne hauteur, le bon usage, la bonne fonctionnalité, Ouais, et qu'il n'y a aucune raison pour le faire, que Mm. structurellement ça va, Mm. en fait, faisons-le. Ouais. Il faut aussi se rendre compte que cette restructuration, ça aurait été 1 an de travaux en moins. Rien que pour les riverains, c'est aussi important. On est face à une école, on est face à une université, à des petits commerces, à des habitants. Et non, on va se dire 1 an de travaux en plus, 25 millions en plus, 30% de carbone en plus. Ils sont où les arguments? Il n'y en a pas en fait. Eh bien, merci à toutes les deux. Je vais mettre en lien sous la vidéo à la fois votre site internet, enfin le site internet de l'asso et aussi le rendez-vous, du coup, le 16 mars, le 16 mars prochain, pardon, pour la réunion dont tu parlais, Sarah. Merci à toutes les deux. Merci Merci. à toi.